Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours des voies de conduction de la moelle épinière. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Pour le plan de ce cours, il y aura d'abord des généralités sur la moelle épinière. Puis on va voir les voies de conduction. Il y a des voies propriospinales, des voies ascendantes, des voies descendantes et il y aura en dernier lieu des cas cliniques. Un rappel anatomique sur la moelle épinière. La moelle épinière est recouverte de l'intérieur vers l'extérieur par la pimère, puis l'arachnoïde, puis la durmère. Et elle comporte deux substances, la substance grise et la substance blanche. La substance grise est divisée en trois cornes. Il y a la corne dorsale, la corne ventrale et une petite corne latérale. Et pour la substance blanche, elle est divisée en trois cordons. Il y a le cordon dorsal, le cordon ventral et le cordon latéral. Et pour l'émission des nerfs rachidiens, il y a une racine antérieure et une autre postérieure. Pour la racine postérieure, elle comporte un ganglion spinal. Les deux racines vont s'unir pour donner le nerf spinal proprement dit. La corne postérieure comporte une tête, un cou et une base, tandis que la corne antérieure comporte une tête et une base. Je vais mentionner que la substance grise de la moelle épinière est divisée en des couches ou lames cytoarchitectoniques selon l'organisation de Rexed. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la topographie exacte de cette organisation, juste avoir une idée ou bien retenir que les lames que vous avez besoin de retenir. Et on va les voir après. Physiologiquement, la moelle épinière a un rôle de transmission et présente un centre réflexe. Pour la transmission, bien sûr, elle est responsable de la transmission des influx nerveux à partir du cerveau jusqu'à le corps, ou bien l'inverse, à partir du corps jusqu'à le cerveau. On va les voir, bien sûr. Elle présente également un centre réflexe. C'est quoi un réflexe? Un réflexe, c'est un mouvement qui est résultant d'un message sensitif, mais c'est un mouvement qui est involontaire et inconscient parce qu'il n'y a pas l'intervention des centres supraspinaux comme le cerveau et le cervelet, etc. D'accord? C'est pourquoi c'est involontaire et inconscient. Donc, il y aura l'arrivée d'une sensation et ça sera intégré au niveau de la substance grise pour donner un message moteur résultant. C'est ça le réflexe. Il y a un cours qui concerne cette notion, les réflexes médulaires. Peut-être je vais le faire, on ne sait pas. Et je continue. Pour les voies de conduction de la moelle épinière, il y a les voies ascendantes, les voies descendantes et les voies propriospinales. Les voies ascendantes sont les voies destinées pour la transmission de la sensibilité qui commence au niveau de la périphérie, la peau, les muscles, les articulations, pour aller se terminer au niveau de l'encéphale. Pour les voies descendantes, bien sûr, c'est l'inverse. Une voie descendante, c'est une voie qui commence au niveau de l'encéphale et qui se termine au niveau de la périphérie. Et pour les voies propriospinales, et avant de parler des voies propriospinales, je vais mentionner que bien sûr pour les voies descendantes, ils se sont destinés pour la motricité. Donc ascendante pour la sensibilité, descendante pour la motricité. Et pour les voies propriospinales, ce sont des voies qui commencent et terminent au niveau de la moelle épinière et ne sortent jamais de la moelle épinière. Ils se sont constitués par des fibres connectives d'une façon anatomique et fonctionnelle. Voilà les fibres connectives d'une façon anatomique et fonctionnelle. Les différents étages de la moelle épinière. Voilà.
Maintenant, je vais mentionner les voix ascendantes et descendantes qu'on va étudier, juste les mentionner, puis on va les détailler une voix par une autre. Pour les voix ascendantes, il y a les cordons postérieurs de Gall et de Burdak. Il y a les voies spinothalamiques, antérieures et latérales. Donc, il y a 2 voies spinothalamiques. Et il y a les voies spinocérébelleuses. Il y a 2 voies également. On va les voir. Et pour les voies descendantes, c'est divisé en 2. Il y a le système pyramidal et le système extrapyramidal. Et pour le système pyramidal, il comporte 3 faisceaux. Ou bien, on peut dire il y a 2 types de faisceaux. Il y a faisceau cortico-bulbaire qui commence à partir de cortex et se termine dans le tronc cérébral. Et il y a cortico-spinal qui est divisé en 2, d'accord? Donc, il y a 2 types de faisceaux. Le deuxième type comporte 2 faisceaux, voilà. Donc, le faisceau cortico-spinal est le faisceau qui commence dans le cortex et se termine dans la moelle épinière. Il y a 2, il y a un latéral et un autre qui est antérieur. Et le système extrapyramidal, bien sûr. Donc, avant de commencer de parler sur les voies ascendantes, on a besoin de voir un rappel sur les modalités sensorielles, sur les types de sensations. Donc, il y a la sensibilité mécanique tactile, il y a le tact grossier et le tact fin. Donc, c'est une sensibilité qui concerne les objets, lorsqu'on touche, etc. Mais quelle est la différence entre le tact grossier et le tact fin? Bon, le tact fin est une sensibilité qui est plus sensible et plus exacte par rapport au tact grossier. Donc le tact fin nous renseigne sur les détails des objets, etc. Et on n'a pas besoin d'une pression aussi forte pour réaliser une sensation. Pour le tact grossier, c'est moins exact et c'est moins sensible, d'accord? Et pour la sensibilité proprioceptive, c'est la sensibilité profonde qui nous renseigne sur la position des membres, sur les articulations, les muscles, etc. Mais la sensibilité proprioceptive peut être soit consciente, soit inconsciente. Pour la sensibilité proprioceptive consciente, elle concerne elle-même ou bien elle comporte plusieurs modalités. On va les voir dans le cours de somesthésie. Il y a également la sensibilité nociceptive ou bien douloureuse et il y a la sensibilité thermique. On commence par les voies ascendantes. Les cordons postérieurs de Gall et de Burdak. J'ai besoin de mentionner un détail anatomique avant d'expliquer cette voie. Ici, dans le tronc cérébral, dans le bulbe rachidien en arrière, il y a, comme vous voyez, les noyaux gracile et cunéiforme. Donc, gracile se trouve ici et ici, voilà. Et cunéiforme se trouve ici. D'accord? Et on va les mettre en évidence topographiquement dans la moelle épinière. Voilà, cordon postérieur de Burdak. Donc, voilà, de Burdak et voilà de Gall. Comme vous voyez, le noyau gracile est plus médian par rapport au noyau cunéiforme. Le noyau gracile est correspondant au Gall, donc c'est GG, ok? Et le noyau cunéiforme est correspondant à la voie de Burdak. Donc voilà la voie de Gall et la voie de Burdak. Donc cette voie comporte 3 neurones. 3 neurones. Dont le premier est appelé protoneurone, le deuxième est appelé deutéroneurone, le troisième est appelé
thalamo-cortical. Parce que le troisième et le dernier s'étend du thalamus jusqu'à le cortex. Donc je répète, il y a le protoneurone, voilà. Il y a le deutoneurone, puis le thalamo-cortical. Pour le premier neurone, le corps cellulaire se trouve dans le ganglion spinal. Je vais mentionner quelque chose. Il y a des gens qui disent que ce neurone est pseudo-unipolaire parce qu'il comporte un axone. Attendez. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est le premier neurone, d'accord? Et c'est le corps cellulaire du premier neurone qui se trouve dans le ganglion spinal. Donc, il y a des gens qui disent que ce neurone, ce protoneurone, est pseudo-unipolaire parce qu'il comporte un axone qui va se diviser en deux, un axone périphérique et un axone central. Un axone périphérique à destination périphérique et un autre central à destination épinière. Et il y a des autres qui vont appeler cette partie des dendrites et cette partie un axone. Donc il y a des gens qui nomment cette partie un axone périphérique et cette partie un axone central. Sinon, il y a des autres qui vont les nommer dendrites et axone. Donc, quel est le trajet de cette voie? Il y a le premier neurone qui démarre de la périphérie. Voilà. Il entre à la moelle épinière, Il entre à la moelle épinière. Il ascend directement dans le cordon postérieur. Et il n'entre pas dans la corne postérieure. Voyons cette partie bleue qui a entré dans la corne postérieure. Ça ne fait pas partie du cordon postérieur de Gall et de Burdak. Oh pardon, je m'excuse. Mais c'est la voie sensitive des réflexes qu'on a parlé d'elle, parce que parfois il y a des sensations qui vont causer des mouvements et qui sont définis comme étant des réflexes. Donc cette petite partie fait partie de l'arc réflexe. Donc j'ai dit que le premier neurone va ascendre directement dans le cordon postérieur allant jusqu'au bulbe rachidien où il va faire un premier relais avec le deuxième neurone. Donc ici c'est le relais entre le protoneurone et le deutoneurone au niveau des noyaux de Gracile pour la voie de Gall et cunéiforme pour la voie de Burdak. Donc le deuxième neurone va subir une décussation. C'est quoi une décussation? C'est un croisement vers l'autre côté. Au niveau d'une structure qui est appelée le lemnisque médian. En fait, le lemnisque médian résulte de la décussation de plusieurs fibres. Donc la décussation de plusieurs fibres à ce niveau-là va former une entité qui est appelée le lemnisque médian. Donc le deuxième neurone va continuer d'ascendre, mais cette fois dans l'autre côté, dans le côté contralatéral, allant au thalamus où il va faire le deuxième relais avec le troisième neurone thalamo-cortical au niveau thalamique et au niveau le noyau ventro-postéro-latéral, précisément le noyau VPL du thalamus. Cette voie est destinée pour la transmission de la sensibilité proprioceptive consciente et le tact fin ou bien discriminative. Ça veut dire cette sensibilité et cette sensibilité. Donc, cette voie est destinée pour la transmission de la sensibilité proprioceptive consciente. J'insiste, c'est la sensibilité proprioceptive consciente et le tact fin.
Et je vais mentionner également que la voix de Gaulle vient de la partie inférieure du corps, comme les membres inférieurs, etc. Tandis que la voix de Burdak provient de la partie supérieure du corps, comme les mains, les bras, et voilà. Pour la voie spinothalamique, elle comporte deux contingents. Mais avant de détailler, on va parler en général du trajet de cette voie. Donc, ça commence par un premier neurone, le protoneurone. Et juste mentionner que les deux doigts font partie du même côté. Donc, soit cette voie bleue ou bien cette voie rouge, ça commence de la partie ou bien du côté droit. C'est juste dessiné ici parce qu'il n'y a pas un espace suffisant ici. Donc, ne considérez pas que ce doigt est un doigt qui est gauche, ok? C'est droit. C'est droit, ça commence à partir d'ici. Voilà, comme ça. C'est dessiné, mais c'est juste pour vous éclairer les choses de plus. Donc, ça commence par un premier neurone qui entre dans la moelle épinière, qui entre encore dans la corne dorsale où il va faire le premier relais, le premier synapse avec le deuxième neurone, le deutoneurone. Et ça sera au niveau de la corne dorsale. Le deuxième neurone va subir une décussation au niveau de la moelle épinière, précisément au niveau de la commissure grise antérieure. Voilà, ici précisément. Comme ça. La commissure grise, c'est le segment qui va lier les deux moitiés de la substance grise de la moelle épinière. Et il y a en fait deux commissures grises. Il y a la commissure grise antérieure et la commissure grise postérieure. La commissure grise antérieure se situe en avant du canal épendymère, tandis que la commissure grise postérieure se situe en arrière du canal épendymère. D'accord? Donc, j'ai dit que le premier neurone va faire un relais avec le deuxième neurone, le deutoneurone. Le deutoneurone va subir une décussation au niveau de la commissure grise antérieure, puis il ascend dans l'autre côté, dans le côté contralatéral, voilà. Il passe par le bulbe, par le tronc cérébral. Et ici, il y a deux probabilités. Il y a une voie qui passe par le lemnisque médian, et il y a une autre qui ne passe pas par le lemnisque médian. De toute façon, le deuxième neurone, le deutoneurone, va continuer jusqu'à le thalamus où il va faire un deuxième relais avec le troisième neurone thalamo-cortical. Maintenant, on va détailler. J'ai dit qu'il y a deux contingents concernant cette voie. Il y a la voie néo et la voie paléo. La voie néo est une voie qui est dorsale et latérale, tandis que paléo est ventrale. Attendez. Voilà. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, voyons ici 5 et 6. 5 présente la voie néo et 6 présente la voie paléo. Donc, la voie paléo est la voie ventrale et la voie néo est la voie dorsolatérale. La voie néo est pseudo-lemniscale, tandis que la voie paléo est extra-lemniscale. Et je vais mentionner que la voie spinothalamique a été anciennement nommée la voie extra-lemniscale parce qu'on a pensé que ça n'a rien à voir avec le lemnisque médian. Mais maintenant, on a découvert que cette voie comporte deux contingents et le contingent néo est pseudo-lemniscal. Moi, personnellement, je l'appelle pseudo-lemniscal. Pourquoi? Parce que la voie néo passe par le lemnisque, mais ne fait pas partie du lemnisque. J'ai dit que le lemnisque médian résulte de la décussation du croisement de plusieurs fibres, comme ceux de la voie postérieure, n'est-ce pas? Mais la voie néo
ne fait aucune décussation ici, elle juste passe par lui. Donc c'est pourquoi je l'appelle pseudo-lemniscale. Donc elle passe par le lemnisque, mais elle ne fait pas partie du lemnisque médian. Et elle est posisynaptique. Possi veut dire elle est pauvre parce qu'elle comporte que 2 synapses, comme il est montré ici. Mais pour la voie paléo, elle est pluri ou bien multisynaptique parce qu'elle possède plusieurs relais, surtout au niveau de la formation réticulée. Voilà le tronc cérébral. Voilà le tronc cérébral et voilà la formation réticulée. Voilà, la formation réticulée, à peu près. Donc la voie paléo ascend comme ça, elle fait plusieurs relais au niveau de la formation réticulée avant de continuer vers le thalamus. Tandis que la voie néo passe directement. Donc elle est posisynaptique. Mais la voie paléo est pluri ou bien multisynaptique. D'accord? La voie néo est rapide et la voie paléo est lente. C'est tout à fait logique. Cette voie comporte uniquement 2 synapses. Donc il y a 2 fois une latence synaptique. La latence synaptique, c'est le retard de l'influx nerveux résultant du synapse. C'est comme l'influx nerveux a besoin d'un petit temps pour passer à travers un synapse. Donc ici, il y a uniquement 2 synapses à traverser. Mais ici, il y a plusieurs. Ça justifie pourquoi cette voie est plus rapide par rapport à celle-ci. La voie néo est destinée pour le transport de la sensibilité thermo-algésique, la sensibilité thermique et la sensibilité nociceptive, tandis que la voie paléo est destinée pour le transport du tact protopathique. Le tact protopathique est la même chose que le tact grossier. Allons plus profondément concernant la douleur, il y a des hypothèses qui disent que la voie néo donne des détails sur la douleur, sur l'intensité de la douleur, la localisation et le type, etc. Tandis que la voie paléo assure la réalisation intellectuelle et émotionnelle de la douleur. Donc on peut dire que la voie néo est le support de la composante discriminative, déterminative de la douleur, et la voie paléo est le support de la composante affective et cognitive de la douleur. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Les fibres de la voie néo possèdent une organisation de Kähler. C'est quoi une organisation de Kähler? Ça veut dire les fibres les plus inférieures vont être plus internes et les fibres les plus supérieures vont être plus externes. Les voies spinocérébelleuses, il y a 2. Il y a le faisceau de Goertz et le faisceau de Flesching. Le faisceau de Goertz est le faisceau antérieur et le faisceau de Flesching est le faisceau postérieur. Le faisceau de Goertz est un faisceau croisé qui va subir une décussation, tandis que le faisceau de Flesching est un faisceau qui est direct. Le faisceau de Goertz commence à partir des lames 5 et 7 de Rexet et le faisceau de Flesching commence à partir du noyau de Clark. Les lames 5 et 7 correspondent presque à la base du cône, de la corne dorsale et de la corne ventrale et le noyau de Clark se situe juste à côté du bord interne de la corne dorsale. Voilà, les voies spinocérébelleuses, antérieure, postérieure. Ils sont ici marqués par les chiffres 3 pour la postérieure et 4 pour l'antérieure. Ces voies sont destinées pour le transport de la sensibilité proprioceptive inconsciente afin d'assurer la coordination de la posture et des mouvements et les mouvements des membres. Donc voilà le type de sensibilité et voilà l'intérêt de cette sensibilité. Il y a un ajustement continu des mouvements et de la position du corps.
mais selon les données qui concernent la position actuelle du corps, les données qui seront reçues grâce à cette voie. C'est totalement indépendant de la conscience. L'équilibre que le corps réalise n'a pas besoin d'une conscience. Donc c'est à peu près à quoi ça sert avoir ce type de sensibilité. Les voies descendantes. Il y a deux types. Il y a la voie pyramidale et la voie extra-pyramidale. Commençons par les voies pyramidales. Il y a la voie corticobulbaire et il y a la voie corticospinale. La voie corticobulbaire commence à partir du cortex moteur jusqu'au tronc cérébral où se trouvent les noyaux des nerfs crâniens. Et ici précisément les noyaux des nerfs crâniens moteurs qui sont destinés pour la motricité de tête et du cou. Exemple, les noyaux du nerf facial, le 7e nerf crânien, qui est destiné pour la motricité faciale. Le 9e et le 10e, c'est les noyaux glossopharyngiens et le nerf vague, qui sont destinés pour la motricité du pharynx. Le noyau du 12e nerf crânien, qui est le nerf hypoglosse, destiné pour la motricité de la langue. Et voilà. Pour la voie corticospinale, il y a deux. Il y a une voie latérale et une autre antérieure, qui sont destinées pour la motricité corporelle. Je vais les montrer. Donc, pour la voie corticobulbaire, elle n'est pas montrée ici parce qu'elle est tout à fait courte. Elle commence à partir du cortex jusqu'au tronc cérébral. Elle ne passe pas par la moelle épinière. Et c'est une coupe apparemment de la moelle épinière, donc elle ne comporte pas cette voie. Pour la voie corticospinale, j'ai dit qu'elle comporte une voie latérale et une autre antérieure. Voilà le tractus corticospinal latéral. Et voilà le tractus corticospinal ventral. Voilà. D'accord? Donc corticospinal latéral et corticospinal ventral. La voie corticospinale comporte 100% des fibres. D'accord? 80% de ces fibres font partie de la voie corticospinale latérale. Le faisceau corticospinal latéral commence du cortex homolatéral et se termine dans le motoneuron contralatéral qui se trouve bien sûr dans la corne antérieure de la moelle épinière. Donc on peut synthétiser que ce faisceau va subir une décussation parce qu'il a été homolatéral et il devient contralatéral. Et voilà le trajet de la voie corticospinale latérale. Imaginons dans cet exemple que le cortex homolatéral est le cortex gauche. Donc le faisceau corticospinal latéral commence du cortex gauche, du cortex homolatéral. Il descend jusqu'au bulbe rachidien où il va subir une décussation au niveau des pyramides. Donc il passe par les pyramides, puis il va subir une décussation ici au niveau des pyramides. Après, il poursuit, il descend jusqu'au motoneurone de la corne antérieure de la moelle épinière pour faire le relais avec un motoneurone qui est responsable de la motricité d'un muscle bien précis. D'accord? Donc voilà le trajet de la voie corticospinale latérale. La voie corticospinale latérale est destinée pour assurer les mouvements distaux. À quoi ça sert des mouvements distaux? Les mouvements distaux ne sont pas les mouvements des membres inférieurs. Non. Les mouvements distaux sont les mouvements des parties distales des membres. Des parties distales des membres inférieurs et des parties distales des membres supérieurs. Pour la voie corticospinale antérieure, qui est la voie directe, elle comporte 20% des fibres
Elle commence dans le cortex homolatéral et se termine dans les motoneurones bilatérales. Et on va expliquer pourquoi. Elle est destinée pour assurer les mouvements axiaux et para-axiaux. Donc les mouvements axiaux sont les mouvements des épaules et des hanches. Et les mouvements para-axiaux, ou bien les mouvements proximaux, sont les mouvements des parties proximales des membres. Partie proximale des membres supérieurs, les bras, et partie proximale des membres inférieurs, les cuisses. D'accord? Donc, on va donner un exemple du cortex droit. Donc, le faisceau corticospinal antérieur commence du cortex droit. Le faisceau corticospinal antérieur droit commence du cortex droit. Il descend, il passe bien sûr par les pyramides, mais il descend sans subir une décussation. Au niveau de l'étage correspondant, il y a une partie qui va subir une décussation à ce niveau pour être unie au motoneurone contralatéral, et il y a une partie qui va être liée au motoneurone homolatéral. Donc, la voie corticospinale antérieure se termine au niveau des motoneurones homolatérales et motoneurones contralatérales. Donc, les motoneurones bilatérales. D'accord? Pour les voies extrapyramidales, il y a le faisceau rubrospinal. C'est parti du noyau rouge. Rubro veut dire rouge. Du noyau rouge du tronc cérébral jusqu'à la moelle spinale, et le faisceau vestibulospinal à partir du noyau vestibulaire jusqu'à la moelle spinale, le faisceau tectospinal à partir de la lame tectale ou bien les colliculus du tronc cérébral jusqu'à la moelle spinale, le faisceau réticulospinal à partir de la formation réticulée et le faisceau olivospinal à partir des olives bulbaires. On va les mettre en évidence dans le schéma. Pour le faisceau rubrospinal, il est situé en avant, juste en avant du tractus corticospinal latéral. Voilà le tractus corticospinal latéral et voilà le tractus rubrospinal. Et pour le faisceau réticulospinal, il y a deux. Il y a latéral et médial. Et les deux sont situés de part et d'autre de la corne ventrale, comme vous voyez. Donc, il y a le faisceau réticulospinal qui est extérieur par rapport à la corne antérieure, et il y a le faisceau réticulospinal médial qui est médial par rapport à la corne antérieure. Voilà. Et pour le faisceau tecto et olivo et vestibulospinal, les trois se situent en avant, très en avant dans la moelle spinale. Dans le faisceau tectospinal est le faisceau le plus interne. Il y a le faisceau tectospinal, puis le faisceau vestibulospinal, voilà, puis le faisceau olivospinal. Ce n'est pas montré ici, mais j'ai dessiné ça, d'accord? Donc, tecto, vestibulo, olivospinal. On récapitule. Ce qui est en bleu présente les voies ascendantes et ce qui est en rouge présente les voies descendantes. Commençons par les voies ascendantes. Il y a les cordons postérieurs. Les cordons postérieurs ou bien dorsales comportent le vaisseau gracile et le faisceau cunéiforme. Gracile est plus interne par rapport au cunéiforme. Il y a les faisceaux spinothalamiques, le paléo qui est antérieur et le néo qui est dorsolatéral, et il y a le tractus spinocérébelleux antérieur, le faisceau de Goertz, et le tractus spinocérébelleux dorsal, le faisceau de Fletching. Pour les voies descendantes, il y a les voies
il y a la voie pyramidale, corticospinale, qui présente deux faisceaux, le faisceau corticospinal latéral et le faisceau corticospinal antérieur ou ventral. Il y a les voies extrapyramidales, il y a le faisceau rubrospinal juste en avant de la voie corticospinale latérale, et il y a le faisceau réticulospinal qui présente deux contingents. Il y a le contingent médial et latéral de part et d'autre de la corne ventrale. Voilà. Et il y a également, concernant les voies extrapyramidales, le faisceau tectospinal, vestibulospinal et olivospinal qui sera ici. Pour les cas cliniques, lorsqu'il y a une section de la moelle épinière, qu'est-ce qu'il y aura au-dessous de la lésion? Imaginons que c'est la moelle épinière, voilà, c'est les limites de la moelle épinière. Et par exemple, on a une section à ce niveau-là. Donc, les voies descendantes et ascendantes qui sont au-dessus par rapport à ce niveau restent intactes. Et la sensibilité ou bien la motricité est normale. Mais les voies descendantes et ascendantes qui se situent au-dessous de la lésion sont touchées, sont lésées, et il n'y aura plus une sensibilité ou bien motricité au-dessous de la lésion. Donc, pour une section totale de la moelle épinière, il y aura une anesthésie, une perte de toute sensibilité et une paralysie, une perte de toute motricité au-dessous de la lésion. Pour une hémisection de la moelle épinière, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Brown-Séquard. Donc, l'hémisection veut dire la section de la moitié de la moelle épinière. Qu'est-ce qu'il y aura au-dessous de la lésion? Donc, imaginons qu'il y a une lésion droite. Pour savoir l'effet de cette hémisection droite, on doit préciser les voies qui passent par cette moitié droite. Donc, commençons par les cordons postérieurs. Chaque cordon postérieur passe et descend d'une façon homolatérale. C'est déjà précisé dans la partie des cordons postérieurs de ce cours. Donc, les cordons postérieurs droits, la voie de Gall et de Burdak droite passe par cette moitié, n'est-ce pas? Et elle est responsable de la sensibilité proprioceptive et le tact fin droit, n'est-ce pas? Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour la voie spinothalamique, on sait tous qu'elle subit une décussation au niveau de la moelle épinière, puis elle descend dans la moitié contralatérale. Donc ici, la voie qui sera touchée est la voie spinothalamique gauche, parce qu'elle commence dans la moitié gauche, mais elle ascend dans la moitié droite. Donc, c'est la voie spinothalamique gauche qui est responsable de la sensibilité thermoalgésique gauche qui est touchée, n'est-ce pas? C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que la voie pyramidale qui commence à partir du cortex gauche et qui énerve la moitié droite va subir une décussation à ce niveau-là, dans un niveau qui est pratiquement en haut. Puis, il descend dans la partie contralatérale. Contralatérale par rapport au cortex, mais elle est homolatérale par rapport à la moitié du corps qu'elle va énerver. Donc, ici, c'est la moitié homolatérale du corps qui sera touchée. On récapitule. Donc, il y aura une paralysie, une perte de la sensibilité. Voilà, une paralysie, une perte de la sensibilité profonde, proprioceptive et le tact fin du côté de la lésion. Ça veut dire si on a une hémisection droite, il y aura paralysie dans le même côté et même une perte de la sensibilité proprioceptive, voilà, la voie proprioceptive, et du tact fin droit, d'accord? Et si on a une hémisection droite, il y aura la perte de la sensibilité thermoalgésique gauche contralatérale. Voilà, une paralysie, une perte de la sensibilité profonde de tact fin du côté de la lésion et une perte de la sensibilité thermoalgésique de l'autre côté. Et j'insiste, tout ça, ça sera au-dessous de la lésion.
au-dessus de la lésion, tout va rester intact. Voilà. Et pour une atteinte centromédulaire, c'est ce qu'on appelle le syndrome cérébromyélique ou bien myélinique. Ici, il y aura dans un même niveau que la lésion. Imaginons que la lésion est à ce niveau-là et au niveau de ce segment de la moelle épinière. Donc, il y aura une perte de la sensibilité thermo-algésique bilatérale à ce niveau. Pourquoi? Parce que la voie spinothalamique droite va subir une décussation vers l'autre côté à ce niveau, au niveau centromédulaire, et même la voie spinothalamique gauche va subir une décussation. Elle va passer également par cette zone centromédulaire pour croiser, pour passer à l'autre côté. Donc les deux vont subir un croisement à ce niveau-là, vont passer par cette zone centromédulaire qui est lésée avant d'ascendre. Donc les deux seront atteintes. Et voilà, c'était le cours d'aujourd'hui, les voies de conduction de la moelle épinière. J'espère que ça sera utile pour vous. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Et je vous souhaite le très bon courage. N'oubliez pas de faire un petit like et subscribe. Et à la prochaine.